Bonjour et bienvenue dans cet épisode très spécial. Aujourd'hui, vous allez découvrir un épisode issu du podcast engagé Soif de sens. J'aime beaucoup ce podcast qui nous fait découvrir des histoires d'humains qui changent le monde. Le but, nous redonner foi en l'humanité et nous aider à incarner le changement. Parmi les invités, on retrouve l'humoriste Guillaume Meurice, l'activiste Camille Etienne, ou moi, car j'ai également participé au podcast. N'hésitez pas à vous abonner à Soif de sens, que je vous recommande chaudement. Dans l'épisode passionnant que j'ai choisi de diffuser aujourd'hui, Pierre Chevel donne la parole à Lamia Essemlali, une pirate des temps modernes, à la tête de l'antenne française de Sea Shepherd, l'association de défense de la biodiversité marine. Je vous souhaite une très belle écoute. Serais-tu prêt à risquer ta vie pour une baleine ? Mon invité, oui. Bienvenue dans Soif de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Lamia Essemlali pour parler de Sea Shepherd et de défendre l'océan. Salut Lamia. Salut Pierre. On va parler d'aventures dignes de pirates, de risquer sa vie effectivement pour protéger la vie marine et de comment on peut soutenir ce combat. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es co-directrice de Sea Shepherd Monde, l'ONG de défense des océans la plus combative au monde, et présidente de Sea Shepherd France, donc l'antenne française que tu as créée. Quand tu as rejoint Sea Shepherd comme bénévole, très vite, tu es parti en mission en Antarctique, où juste un énorme navire, un baleinier, vous a foncé dessus et tu as cru mourir. Tu peux nous raconter cette histoire folle ? Oui, en fait, le navire en question, c'est le Nishin Maru, qui appartient à la flotte de chasse baleinière du Japon et qui, chaque année, se rendait dans le sanctuaire baleinier antarctique avec des harponneurs pour tuer des baleines. Et donc, pour nous, la pièce maîtresse de cette opération de chasse, c'était vraiment le Nishin Maru, puisque réussir à neutraliser le Nishin Maru, c'était paralyser toute l'opération de chasse. Puisque, pour expliquer brièvement comment ça se passe, les harponneurs trouvent les baleines, les harponnent et les amènent au Nishin Maru, où les baleines sont hissées à bord, dépecées et congelées. Et donc nous, c'est vraiment le QG, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, ils appellent ça le bateau mère. Ouais. C'est la pièce maîtresse. Réussir à neutraliser ce bateau en empêchant en fait les baleines d'être hissées à bord. Ça permettait de stopper toute opération de chasse parce que une baleine, à partir du moment où elle est harponnée, si elle n'est pas découpée et congelée dans les 36 heures, c'est foutu, la viande est impropre à la consommation. Donc c'est vraiment celui qu'on cherchait tout le temps. Et donc vous arrivez avec vos petits bateaux Alors nous, à l'époque, donc ça c'était en 2005, hiver 2005, on avait un seul bateau qui s'appelait le Farley Mowat, qui était un ancien bateau de pêche qui avait 50 ans d'âge et qui était qui faisait 700 tonnes pour le Nishin Maru qui en faisait plus de 7000. C'est pour te dire, c'est vraiment donc 10 fois plus petit, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, le lendemain de Noël, on trouve le Nishin Maru. C'était vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que la surface de chasse était extrêmement grande et donc c'était un peu miraculeux. C'est un jeu de piste, quoi. Complètement, ouais. On joue à cache-cache entre les icebergs et sur des zones très très étendues. Et donc on a réussi à le trouver ce jour-là. Et c'était un jour de tempête. Il y avait une houle de 8 mètres de haut. Et en fait, c'est énorme. C'est vraiment. Et puis surtout de se dire qu'on est au bout du monde, c'est-à-dire qu'il y a aucun secours nulle part. Donc en plein océan austral. Enfin c'est loin de tout. Et là, l'objectif, c'est de lui barrer la route. Donc Paul à ce moment-là dit on se met en plein milieu sur sa trajectoire. Donc, Paul, c'est le fondateur de Sea Shepherd. Oui, le capitaine Paul Watson, donc qui a fondé Sea Shepherd. Et donc là, c'est un peu le petit pousset qui se met sur la route d'un. Moi, je serais pas très serein. En fait, il y a une conjonction de facteurs et des circonstances qui font que effectivement, c'était extrêmement impressionnant parce que ce navire est colossal, parce qu'on est à cet endroit-là du monde isolé de tout et parce qu'en plus l'océan est déchaîné et qu'on est en pleine tempête. Ouais. Et le Nishin Maru nous fonce dessus, il ne déroute pas et donc là c'est branle-bas de combat à bord du Farley Mowat, donc on se met tous en combinaison de survie. Voilà, le premier officier nous explique qu'on a moins d'1 minute de temps d'espérance de vie dans l'eau.
à la température qu'il fait, et que de toute façon, si le Nishin Maru nous percute, très vraisemblablement, il nous coupe en deux, et donc on est aspiré de toute façon avec le bateau qui va couler. Enfin bon, bref, en gros, c'est la fin. Il vient nous annoncer la collision pour dans 2 minutes. Et faut imaginer, c'est en fait il y a un silence dans l'air, à part voilà le bruit des vagues et la voix enregistrée dans la sirène du Nishin Maru qui nous dit dégagez. Et Paul nous dit en fait on bouge pas, parce que si on bouge, autant rentrer à la maison. Là on est vraiment venu pour leur montrer que on était là pour leur barrer la route. Et c'est vrai qu'on a un leitmotiv chez Sea Shepherd qui est de dire qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver des baleines. Et très clairement, c'est pas un slogan en fait. Quand on est en mission, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire. Et là, c'est un moment test. C'est vraiment là, moi, je me suis dit, en fait, c'est fini, je reverrai pas les gens que j'aime, on va tous mourir ici aujourd'hui. On était 45 à bord. Et ce qui m'a rassurée en quelque sorte, c'est que même au moment où vraiment, je me suis dit, là, dans 2 minutes, c'est fini. Et j'étais contente d'être là. J'avais extrêmement peur, et j'avais pas du tout envie de mourir, mais en même temps, tu te sentais à ta place. Ouais, à aucun moment je me suis dit mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée, pourquoi est-ce que je suis là? Non, je me suis dit c'est vraiment là que je dois être. Et voilà, si ça se termine maintenant, c'est que c'est comme ça. Et bon, voilà. Donc moi, cette histoire, si je la raconte, c'est que évidemment le Nishin Maru a viré de bord à la dernière minute, mais c'est lui qui a viré de bord, c'est pas nous. Et donc on lui a envoyé un message extrêmement fort, c'est que effectivement, quand on dit qu'on est prêt, on est prêt à risquer nos vies, c'est vrai. Et là, il aurait eu un incident diplomatique assez important quand même, parce que tuer 45 activistes qui essayaient de protéger. Oui, ça c'est une stratégie aussi. On a souvent beaucoup de nationalités à bord des bateaux. Ouais, ça permet aussi de tout de suite compliquer les choses si jamais ça se passe mal. Parce qu'eux, ils le savent. Oui, ils le savent. Okay. Ils le savent, puisque, enfin, en tout cas, nous, on affiche sur le site internet les nationalités des membres d'équipage. Et donc, il a viré de bord, et ça a été un moment extrêmement fort pour tout le monde. Pour moi, ça a été le baptême du feu. Et voilà, c'était un moment important dans ma vie d'activiste, comme il peut y en avoir de temps en temps avec Sea Shepherd. C'est pas des choses qui arrivent tous les 4 matins, mais j'espère pour vous. Mais très clairement, il y a un facteur risque dans les campagnes de Sea Shepherd, parce que on s'oppose à des gens qui n'ont pas forcément de scrupules, qui a un sentiment d'impunité, et donc parfois en face de nous, les gens n'ont pas de limites. Donc bon, là, il n'a pas été au bout, heureusement, mais voilà, c'est vrai que de toute façon, quand on embarque sur une campagne, on signe un papier qui dit qu'on a connaissance du fait que dans le cadre de la mission, on peut éventuellement être amené à risquer sa vie, et que c'est en connaissance de cause qu'on embarque. Voilà. Mais tu dis avec humour qu'au moment où tu croyais qu'il allait vous rentrer dedans, c'est vachement plus simple de signer des pétitions quand même. Ouais, c'est vrai, je me souviens avoir pensé ça. Bon, c'est vrai, quand tu signes une pétition en ligne, stop au massacre des baleines, c'est vachement plus simple. Mais voilà, encore une fois, pour moi, c'était très important et révélateur sur moi-même de me dire que je me suis sentie à ma place à ce moment-là, et ça c'était très important aussi pour la suite. Ouais. Es-tu prête à risquer ta vie pour une baleine? Effectivement, c'est la question que t'avais posée Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, du coup, avant cet épisode du navire qui vous fonce dessus. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi à 26 ans t'es allé lui parler à la fin de cette conférence où tu as rencontré, et comment t'as réagi à cette question surprenante, effectivement? Es-tu prête à risquer ta vie pour une baleine? Oui, alors c'est donc cette fameuse rencontre avec Paul Watson en 2005 à Paris, où il donne une conférence. Donc Sea Shepherd n'existait pas en France, Paul n'était pas très connu, mais ce jour-là, moi j'entends un discours qui résonne en moi vraiment comme
voilà, il y a un écho très très fort. Je me reconnais complètement dans ses propos, dans sa façon d'aborder l'activisme, dans son rapport au vivant. Je ne savais pas en fait qu'il y avait quelqu'un qui pensait comme ça, puis surtout qui agissait de cette façon-là. Enfin, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir trouvé chaussure à mon pied, puisque j'étais un peu engagée avant ça avec Greenpeace ou WWF. Donc c'est des ONG qui ont pignon sur rue quand on s'intéresse à l'écologie, mais c'était vraiment, j'avais ce sentiment d'être là-dedans à défaut d'autre chose. Et c'est vrai que pour moi, Sea Shepherd, c'était vraiment ce qui correspondait aussi à mon tempérament, à ma philosophie, à mon état d'esprit. Et donc, à la fin de cette petite conférence, j'ai été voir Paul et je lui ai dit, moi, j'adore ce que vous faites. Ça me correspond. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Et donc là, il m'a dit, si tu es prête à risquer ta vie pour une baleine, postule. Et moi à ce moment-là, j'avais jamais vu de baleine de ma vie, hein. Mais j'étais intimement convaincue et persuadée que oui, j'étais prête à risquer ma vie pour sauver une baleine. Instantanément. Ah ouais, c'était une évidence pour moi en fait. Et donc ça faisait des années en fait que pour toi l'être humain n'était pas une espèce supérieure aux autres, quoi. En fait, c'est justement c'est vraiment la question centrale, c'est que depuis toute petite, je n'ai jamais compris cette hiérarchie qu'on peut faire dans la valeur de la vie. C'est-à-dire que, j'ai jamais compris pourquoi finalement la souffrance d'individus d'autres espèces avait moins d'importance que la nôtre. Pour moi, tout ça est très important, et le respect et la compassion ne se limitent pas à notre espèce, sinon il n'a pas de sens pour moi. Et donc quand j'étais petite, je l'interprétais pas comme ça, mais du coup j'étais déjà profondément biocentrique en fait, ou antispéciste. Et donc et c'est pas pour autant que dans ma vie de tous les jours, j'adaptais un comportement en adéquation avec ça, hein, puisque j'ai mangé des animaux jusqu'à assez tardivement, jusqu'à mes 25 ans. Et donc voilà. Mais ce sentiment d'injustice en fait envers le reste du vivant, je l'ai toujours ressenti depuis toute petite. Et je me souviens, par exemple, c'est une anecdote, mais je me souviens que j'ai mis des années à regarder le film Gorille dans la brume avec Diane Fossé, parce que j'appréhendais en fait la façon dont ça allait me toucher. Pourtant, voilà, j'avais jamais vu de gorille de ma vie, mais je savais que ça allait profondément me perturber. Ça a été le cas d'ailleurs quand je l'ai enfin regardé. Et le fait de me dire que les gorilles sont en train d'être exterminés, ça pouvait m'empêcher de dormir la nuit, et pourtant j'en avais jamais vu. Et c'était un peu la même chose avec les baleines, de savoir qu'on les massacrait. C'est des choses qui peuvent m'empêcher de dormir. Ouais. C'est super intéressant. Comme d'habitude, je vous fais gagner le livre de Lamia, Sea Shepherd, Le combat d'une vie. Pour participer au concours, dis-nous un truc que tu retiens de cette vidéo en commentaire sur YouTube, sur Insta, ou en laissant un avis sur Apple Podcast. Après, je voulais te demander, je pense que la plupart des gens ont l'impression que bientôt, quand il y aura plus de poissons dans l'océan, en fait, on arrêtera juste de manger du poisson. Sauf que ça se passe pas tout à fait comme ça. Pourquoi est-ce que si les océans meurent, on meurt avec? Oui, alors c'est vrai qu'on parle les scientifiques des Nations Unies qui estiment que d'ici à 2048, on pourrait être confronté à un effondrement des pêcheries commerciales. Bon, effondrement des pêcheries commerciales, ça parle pas forcément aux gens, ou alors ils vont comprendre ça comme il y aura plus de poissons au menu au resto ou à la poissonnerie. En fait, c'est autrement plus grave que ça. Faut comprendre qu'en fait on parle beaucoup du climat aujourd'hui. Le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan. En fait, on ne peut pas parler du climat sans parler de l'océan. Et ce qui régule le climat, ce qui absorbe le dioxyde de carbone et ce qui produit l'oxygène qu'on respire, c'est pas cette masse d'eau salée, c'est la vie marine. Et ça va du phytoplancton, qui est en fait le premier producteur d'oxygène sur la planète, aux grandes baleines, en passant par les dauphins, les thons, les sardines, voilà,
toute la vie marine, en fait, toute la chaîne alimentaire, tout l'écosystème marin dont on dépend pour respirer et pour avoir un climat qui soit compatible avec la vie sur Terre. Et donc c'est pour ça que effectivement notre leitmotiv au niveau de Sea Shepherd, c'est si l'océan meurt, nous mourrons. Donc nous venons de l'océan, hein, la vie est née dans l'océan, et donc l'océan c'est notre berceau. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il meurt, ça sera aussi notre tombeau. Et les poissons ont bien plus d'importance dans l'océan en tant qu'ouvriers de cette énorme machine qui régule le climat et qui nous permet de respirer, que dans l'assiette de n'importe qui, ou en tout cas que dans l'assiette de la plupart d'entre nous. Parce que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont effectivement dans une logique de subsistance, de pêche de subsistance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du poisson parce qu'ils vivent dans des régions où l'apport en protéines, c'est essentiellement les poissons. Mais ça, à la limite, il n'y a pas de problème avec ça, parce que c'est une minorité de la population humaine et il y a assez de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins de subsistance. Le problème, c'est l'écrasante majorité des humains qui mangent des poissons alors qu'ils pourraient tout à fait s'en passer, et qui en mangent en plus dans des quantités qui sont complètement déraisonnables, et qui n'ont même pas la réflexion, en fait, ou n'ont pas conscience de l'impact qu'a cette consommation de poissons. Aujourd'hui, on mange des poissons comme on mange des carottes. Enfin, voilà, allez, on se fait une pizza ou on se fait un sushi. Enfin, c'est vraiment, on est complètement déconnecté des conséquences d'où il vient, quoi. de nos choix alimentaires. Et il y a quelque chose qui n'aide pas, c'est que les poissons sont malheureusement pour eux très différents de nous. Et donc, on a beaucoup de mal à appréhender aussi ce que sont les poissons, d'avoir de l'empathie, voilà, la compassion pour les poissons, c'est compliqué. On est plus empathique envers ce qui nous ressemble, et donc les poissons qui sont tellement différents de nous, qui ont un système sensoriel très différent, qui n'ont pas d'expression sur leur visage, qui ne crient pas. C'est compliqué, et c'est ce qui fait aussi que souvent quand on dit qu'on est végétarien, on nous propose une salade de thon, parce que les poissons sont même pas considérés comme des animaux. Aujourd'hui, on fixe les quotas de pêche en tonnes, donc on va vous dire il y a 13 000 tonnes de thon qui sont autorisées à la pêche. On ne parle jamais de tonnes de girafes ou de tonnes de chiens. Par contre, des tonnes de requins, c'est vrai. Ça pose problème à personne. Donc en fait, ils ne sont même pas considérés comme des individus à part entière. C'est comme si on parlait de blé, de farine, c'est de la marchandise. On parle même pas de population, on parle de stock. Alors où en sont les stocks de thon, où en sont les stocks de cabillaud? Voilà, on ne parle plus du tout de vivants là. Et c'est ce qui décomplexe aussi le fait qu'on les tue par milliards. Oui, c'est pas anodin. Sans aucune forme d'émotion ou de réflexion. Effectivement, j'ai calculé que c'était que 2% de la pêche dans le monde qui était de la pêche de subsistance, et 98% où en fait c'est des gens qui peuvent s'en passer. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur de protéger l'océan, hormis le fait que ça t'empêche pas de dormir la nuit? En fait, il y a deux choses. D'une part, le fait que j'ai un profond, je supporte pas l'injustice d'une manière générale, et je considère que l'injustice les horreurs absolues qu'on inflige à l'océan et à la vie marine dépassent l'entendement, aussi parce que c'est loin des yeux et donc loin des consciences. Donc ça c'est une chose. Et du coup, moi j'ai envie de me battre pour la cause qui, à mon sens, en a le plus besoin, presque la cause perdue, et qui est pourtant une cause essentielle, parce que, encore une fois, si l'océan meurt, nous mourrons. Mais même s'il n'y avait pas ce lien vital entre nous et l'océan, ce sentiment d'injustice, ce massacre de la vie marine dont on est responsable, ça me retourne. Et donc c'est vraiment quelque chose contre lequel j'ai envie de lutter. Et puis aussi, pour moi, l'océan, c'est en fait
notre vie physique, biologique dépend de l'océan, mais je pense que notre âme et notre capacité à nous émerveiller, notre sentiment de liberté est aussi lié à l'océan. C'est pas pour rien que Baudelaire disait homme libre, toujours tu chériras la mer. Je pense que il y a quelque chose d'universel dans le fait de s'émerveiller face à l'océan, un coucher de soleil face à la mer, une tempête en mer, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant, qui nous renvoie, je pense, à quelque chose de très profond. Et moi qui ai grandi dans une cité HLM en banlieue parisienne avec un horizon complètement cloisonné, bétonné. Et ouais, bétonné, bitumé, vraiment, je pense que ça a un impact aussi, hein, l'architecture dans laquelle on grandit. Enfin, j'ai eu ce sentiment vraiment d'incarcération pendant mon enfance et mon adolescence, avec des parenthèses de liberté parce que j'avais la chance d'aller au Maroc tous les étés parce que mes parents sont originaires de là-bas, et là-bas j'ai découvert l'océan Atlantique. Et là, c'était tout ce qui me manquait dans ma vie quotidienne. J'avais mon shot de liberté, de monde sauvage, et ça, c'est l'océan qui me l'a apporté. L'océan m'a fait comprendre qu'il y avait des choses plus belles dans ce monde que ma cité, et ça m'a apporté énormément de choses, en fait. Ça m'a libéré d'une certaine façon des murs de cette prison citadine, ouais. Et donc il y a quelque chose aussi qui s'est créé avec l'océan à ce moment-là. J'ai grandi aussi avec ça. Alors j'avais pas du tout calculé à cette époque-là. Je me disais même pas je vais défendre l'océan plus tard. D'ailleurs, j'avais pas forcément conscience de l'état dans lequel il était. Moi je m'émerveillais juste de ce que ça m'apportait en termes de paysage, d'air iodé. Voilà. Et puis après, effectivement, en grandissant, je me suis rendu compte aussi que l'océan était en train de mourir, qu'il était à l'agonie de ce qu'on lui faisait subir. Et après, les choses s'organisent dans la vie de façon naturelle, c'est-à-dire que moi, rien ne me prédestinait a priori à rencontrer Paul Watson, à m'engager là-dedans. Je viens pas d'un milieu où il y a une sensibilité écologique particulière dans ma famille. Personne n'est très porté là-dessus. Moi, j'ai ça en moi, et après, les rencontres de la vie, elles se font aussi. On les provoque un petit peu, je pense. Donc voilà, c'est comme s'il y avait un petit alignement des astres qui fait que voilà, on se retrouve sur le chemin qu'on doit prendre, quoi. Si j'avais voulu calculer, je pense que je serais pas tombée aussi juste. Du coup, concrètement, vous faites comment pour défendre l'océan chez Sea Shepherd? Alors vraiment, le modus operandi de Sea Shepherd, le cœur de métier de Sea Shepherd, c'est l'anti-braconnage, et c'est donc l'intervention. Donc c'est identifier les activités illégales d'atteinte à la vie marine, donc tout ce qui est bateau de pêche sans licence, engin de pêche interdit, pêche en zone interdite, pêche hors saison, ce genre de choses. Donc puis intervenir du coup pour empêcher ces actions. C'est-à-dire que c'est vraiment dépasser le seuil de la protestation. Il y a des problématiques dans lesquelles on va être dans le rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire on va pas forcément intervenir directement, mais c'est le cas par exemple d'opérations de pêche qui sont légales, mais qui sont pas écologiquement durables, qui sont pas éthiques. C'est le cas par exemple des opérations de pêche qui sont responsables des captures de milliers de dauphins dans le golfe de Gascogne. Donc c'est des engins de pêche qui sont pas du tout sélectifs, qui capturent du coup des milliers de dauphins chaque année. Malheureusement, c'est légal, c'est absolument pas durable, c'est pas acceptable. On ne peut pas qualifier ça de capture accidentelle, parce que même si ce sont pas des captures ciblées et volontaires sur les dauphins, ce sont des captures qui sont prévisibles et qui sont récurrentes et qui seraient évitables. Je racontais que forcément, quand il y a un filet de pêche, les dauphins, ils sont attirés par les poissons qu'ils mangent, et souvent ils se retrouvent piégés dedans. Et j'ai appris effectivement en préparant l'interview que effectivement c'est pas des poissons, que eux ils sont en apnée pendant 4-5 minutes, et qu'en fait ils meurent super lentement, asphyxiés dans les filets, alors que c'est même pas eux qu'on vient pêcher à la base, quoi.
Oui, en fait, les dauphins et les bateaux de pêche cherchent la même chose, ils cherchent les poissons. Et les dauphins chassent avec des poissons qui sont ciblés par les engins de pêche. Donc ça va être soit des, enfin parce que les bateaux de pêche responsables pêchent particulièrement des thons, des merlus, des cabillaud et parfois des sols. Et donc on se retrouve en fait sur une zone où tout ce monde-là se mélange. Et nous on a ça à l'image, les bateaux de pêche qui arrivent sur zone. Il y a les dauphins qui sont en train de chasser et les filets sont posés en plein milieu. Et donc les dauphins se prennent dans les filets. Effectivement, ils ont besoin de remonter à la surface pour respirer puisque ce sont des mammifères comme nous. Et du coup, ils se débattent. Souvent, ils se blessent. C'est pour ça que sur les cadavres de dauphins, on voit souvent des entailles plus ou moins profondes parce que les filets en nylon sont extrêmement solides et donc ils entaillent la chair des dauphins quand ils essayent de s'en libérer. Okay. Et ils finissent malheureusement par mourir d'asphyxie. Donc les scientifiques appellent ça la mort par agonie en profondeur. C'est une mort extrêmement lente et douloureuse. Les dauphins ne meurent pas noyés parce qu'en fait ils ferment leur évent, ils respirent par les vents, ils ferment leur évent et en fait donc il y a pas d'eau qui rentre. Par contre ils ont plus d'oxygène. En fait ils ont les vaisseaux capillaires des poumons qui explosent littéralement. Et c'est pour ça qu'on a des hématomes, enfin des hémorragies internes sur les poumons qui sont très visibles lors des autopsies. Parfois, on les voit même à travers la peau des dauphins quand on les voit sur les plages. Et donc, c'est une mort extrêmement douloureuse et lente. Et ils sont des milliers à subir ce sort chaque année. Et ça, c'est lié directement aux engins de pêche qui sont pas sélectifs et qui pêchent beaucoup trop et qui répondent en fait à une demande en poisson qui ne fait qu'augmenter. La consommation de poissons a doublé en 50 ans, que ce soit en France ou au niveau international. Ouais. Et donc on pêche trop et de façon pas suffisamment sélective. Et le problème, c'est que encore une fois, les gens qui mangent des poissons font pas le lien entre le poisson qui est dans leur assiette et l'impact que ça peut avoir sur le milieu marin. Donc on s'émeut quand on voit qu'il y a des dauphins ou des baleines qui meurent. Mais en fait, aujourd'hui, la première menace qui pèse sur la survie des mammifères marins, c'est la pêche. Avant la pollution plastique, avant le changement climatique, c'est la pêche et c'est donc le poisson qui est dans nos assiettes. Ouais. Donc évidemment, c'est avant tout un problème collectif et systémique, mais effectivement aussi au niveau individuel, concrètement, quand on mange du poisson, des sushis ou autre, on participe souvent à ce genre de choses, entre autres. Toi, tu dis que tu as toujours adoré les animaux, et pourtant, justement, tu en as mangé toute ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, toute ma vie, non, parce que ça fait 15 ans que j'ai arrêté quand même. Oui, pardon. Pendant 25 ans. J'espère qu'il me reste encore un peu de temps. Mais oui, j'en ai mangé jusqu'à mes 25 ans. Après, j'ai arrêté, ça coïncide à peu près avec... Mais quand j'ai rejoint Sea Shepherd, je mangeais encore de la viande et du poisson. Voilà. Donc, c'est pour dire. Et pourtant, effectivement, j'ai toujours adoré les animaux, aussi loin que je m'en souvienne. Mais voilà, j'étais dans une forme de dissonance cognitive qu'on partage tous. Qu'on est nombreux en tout cas à partager. Il y a beaucoup de gens qui adorent les animaux, qui seraient incapables de tuer un agneau et qui pourtant mangent de l'agneau. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, pour la viande, autant on fait vachement la déconnexion. Tu vois, on va parler de poulet et pas de poule, de viande et pas d'animal, alors que pour les poissons, on parle vraiment de poissons. Mais c'est vrai qu'on fait quand même la déconnexion. Et je trouvais que ce que tu disais sur le fait que ils sont moins humanisés, voilà, ils peuvent pas crier leur souffrance, il y a pas des expressions faciales, j'avais jamais pensé, mais c'est évident que du coup on a moins d'empathie, quoi. Ah, énormément moins d'empathie, ouais, c'est compliqué. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande parce que ils ont pris conscience de la chose et que finalement, soit ils ont vu des images d'abattoirs qui les ont horrifiés, soit ils ont pris conscience que la surconsommation de viande en termes d'impact écologique, changement climatique, c'était catastrophique et donc ils ont arrêté. Et par contre, ils se rabattent sur le poisson. Combien j'en entends qui disent je mange plus de viande, mais voilà, du coup, je mange un peu plus de poisson. Je me suis rabattue sur le poisson et c'est terrible parce que à la fois d'un point de vue éthique et environnemental, c'est pas du tout la solution de remplacer la viande par le poisson. Mais c'est aussi pour ça que les dauphins ont un rôle important parce qu'ils ont au moins cet avantage d'avoir un gros capital sympathie. Ouais, complètement. C'est une espèce charismatique et donc alerter sur le sort des dauphins, qui est directement lié à la pêche, ça permet aussi
d'alerter sur sur le sort aussi des espèces de poissons dont tout le monde se fiche malheureusement beaucoup. Ouais. C'est compliqué de sensibiliser sur le sort des sardines ou des merlus. Par contre, c'est vrai que quand on fait des expositions de cadavres de dauphins en centre-ville, par exemple, c'est ce qu'on fait pour faire un électrochoc, réveiller un peu les gens sur la chose. Ils sont très souvent choqués de voir ces dauphins dans cet état-là. Et du coup, ça les fait réfléchir et souvent on les entend, je vais revoir ma consommation de poissons. Et si on leur dit juste, vous savez, population de merlus se porte pas très bien, c'est plus difficile quand même de. Ouais. Ouais. Moi, je sais que je sais pas si je mange très rarement de la viande et du poisson, mais si la prochaine fois qu'on propose des sushis ou quoi, je vais tout de suite penser à ok, est-ce que j'ai envie de participer peut-être à tuer un dauphin? Non merci. Ouais, c'est ça. En fait, les dauphins sont un peu les lanceurs d'alerte pour tous les autres, mais ils sont l'arbre qui cache la forêt. C'est un problème qui est visible parce qu'ils s'échouent sur les plages. Ouais. Mais en termes de massacre, de quantité, sur l'impact sur les requins, par exemple, est encore plus important. Sur les oiseaux marins, c'est catastrophique. Mais le problème, c'est que ils coulent et donc on retrouve beaucoup moins de cadavres. Et sur les poissons, j'en parle même pas, c'est démentiel, quoi. Et donc on a du mal à appréhender la chose. Et donc c'est aussi pour ça que je me dis que la campagne qu'on fait sur les dauphins en France, qui s'appelle l'opération Dolphin Bycatch, ça veut dire capture les dauphins, elle est fondamentale parce que si on ne gagne pas cette bataille-là, on a perdu la bataille pour l'océan, parce que on parle d'une espèce charismatique qui est en train d'être décimée sur le pas de notre porte. C'est chez nous que ça se passe, c'est pas à l'autre bout du monde. Et si avec ça, on n'arrive pas à éveiller un peu les consciences et à créer un électrochoc, si on n'arrive pas à sauver les dauphins du golfe de Gascogne, on sauvera rien d'autre dans l'océan. On va pas sauver les cabillots, les thons, enfin vraiment c'est foutu. Donc pour moi c'est un peu cette ligne rouge là, c'est la bataille qu'on doit absolument gagner. Et donc des fois à l'inverse, vous libérez littéralement physiquement des poissons capturés dans des filets. Par exemple, tu peux nous raconter l'épisode des thons rouges? Alors les thons rouges, oui, c'est une campagne qu'on a faite. Ça remonte un petit peu maintenant, ça remonte à 2010. C'est moi qui étais chargée de campagne sur cette mission-là. À cette époque-là, il y avait énormément de braconnage sur le thon rouge. Bon, il y en a encore, hein, mais c'était vraiment, ça avait atteint des proportions absolument catastrophiques en 2010. Et du coup, on a été en zone libyenne parce que c'est une des dernières nurseries des thons rouges en mer Méditerranée. Et en même temps, c'est une zone où il n'y avait pas de contrôle. On se dit nous, on est braconniers, c'est là-bas qu'on va. Et du coup, on a trouvé donc des navires qui étaient en train de remorquer des sortes d'énormes cages dans lesquelles il y avait des centaines de thons rouges. On avait estimé à peu près 800 thons rouges qui avaient été braconnés en eau libyenne. Okay. Et donc on a mis des plongeurs à l'eau et on a ouvert les filets, on a libéré les thons. Donc il y a eu un procès parce que en fait ces thons rouges étaient destinés à une ferme d'engraissement à Malte. Parce que moi en fait les thons rouges sont pêchés en Méditerranée, ils sont engraissés. Donc ça c'est pour 80% des thons rouges qui sont pêchés en Méditerranée vont au Japon donc pour les sushis. Et donc ils sont engraissés dans des fermes comme il peut y en avoir à Malte, en Espagne, en Croatie. Pendant des mois, ils sont engraissés et ensuite ils sont tués et envoyés au Japon. Et donc, le talon d'Achille de toute cette opération, c'est pendant le remorquage des thons sur leur lieu de capture jusqu'aux fermes, parce que c'est très très lent. Et donc c'est là qu'on est intervenu nous sur ces thons qui avaient été braconnés. Et donc bref, la ferme d'engraissement à Malte qui s'estimait propriétaire des thons nous a poursuivis en justice. Ils ont perdu et ils ont dû nous rembourser nos frais d'avocat, etc. Donc ils demandaient un dédommagement de 150 000 € pour le filet qu'on a endommagé et plus d'1 million d'euros pour le manque à gagner, parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que la tragédie des thons rouges, c'est que ils ont atteint des sommes complètement folles sur le marché japonais. Et donc voilà, il y a un thon rouge qui s'est vendu plus de $1 million pour un resto japonais. Oui, donc en fait c'est ça qui est terrible, c'est que
quand les poissons atteignent cette valeur-là, il y a presque de la spéculation sur l'extinction. En fait, plus c'est menacé de disparition, plus c'est cher, quoi. Plus c'est cher, et donc là, ça devient très très compliqué pour l'espèce en question. Mais ça doit être jouissif du coup de couper les filets. Ah oui, alors aussi, en fait, donc moi je fais pas partie de ceux qui étaient qui ont plongé pour couper, mais c'est vrai que quand l'équipe est revenue, ils avaient des étoiles plein les yeux et ils disaient qu'en fait ils avaient coupé dans le filet, en fait ça avait coupé comme dans du beurre, donc s'inquiétaient de savoir si on allait réussir et en fait donc les thons tournaient en rond et il y en a un qui a commencé à sortir et là ils ont tous suivi mais comme des chevaux de course parce qu'en fait faut avoir à l'esprit le thon rouge est le poisson le plus rapide du monde. C'est le guépard des océans. En fait, il taille des pointes à 80 km/h en quelques secondes. Et en fait, ils ont eu ces 800 thons rouges. C'est des animaux massifs, hein, vraiment. Ils peuvent faire 1,50 m. Enfin, c'est vraiment des gros animaux. Et de voir comme ça ces 800 thons rouges qui sont partis pleine balle. Ils sont revenus, ils avaient les larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment très très fort. C'est fort, ouais. Je trouve effectivement ce qui est très inspirant dans votre action, tu le dis, c'est que c'est de l'action directe, quoi. Quelque chose nous révolte, on l'empêche, point barre, quoi. On n'est pas en train de supplier un élu ou une entreprise d'agir, quoi. Alors quand c'est des actions comme ça, oui, mais ça arrive aussi. Pour ce qui est Dolphin Bycatch, par exemple, là pour le coup, tu vois, on est dans une campagne qui est fondamentale, qui est urgente et en même temps qui est très frustrante parce que là, on essaie vraiment de faire bouger les lignes pour faire évoluer la loi. Et ça prend du temps. Et en même temps, le temps est un luxe que le vivant n'a pas. Hein. Donc, chaque année qui passe, c'est des milliers de dauphins qui meurent. Et donc, on aimerait pouvoir, on est sur le terrain, empêcher les choses d'arriver. Et pour ça, c'est pas possible. Et donc, c'est vrai que sur des missions où on est lanceur d'alerte, il faut s'armer de patience. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on est sur des missions d'action directe et d'intervention parce que là on a les résultats. T'arrêtes de te sentir impuissant, quoi. Oui, alors sur Dolphin Bycatch, c'est pas un sentiment d'impuissance, mais c'est un sentiment de frustration parce qu'on sent bien que c'est un travail de longue haleine et que les résultats arrivent pas tout de suite, quoi. En mer, quand vous approchez de bateaux de pêche dont vous documentez les pratiques parfois illégales, régulièrement vous faites insulter, des fois tirer dessus au paintball, souvent menacé de mort, voire effectivement foncer dessus. Pourquoi est-ce que les pêcheurs ils sont aussi agressifs et violents avec vous ? Ouais, alors c'est vrai que ça arrive. Il y a des pêcheurs qui n'ont pas du tout envie de voir les bateaux de Sea Shepherd sur zone. Et en fait, le problème de certains pêcheurs, c'est qu'ils considèrent que l'océan est à eux. C'est un milieu qu'ils exploitent et il y a une sorte de confusion où ils se pensent propriétaires de la zone. Et donc quand on a commencé cette campagne de Dolphin Bycatch, au départ ils nous disaient même mais qu'est-ce que vous faites là ? Ils appelaient le sémaphore en disant mais ils n'ont pas le droit d'être là. L'océan est un lieu public et à tout le monde. Ils n'ont pas la propriété de l'océan. On n'est pas dans leur jardin. Il y a vraiment un sentiment d'impunité énorme, quoi. Un sentiment vraiment d'appropriation, c'est à eux et surtout ils n'ont pas l'habitude d'être observés comme ça de l'extérieur. Nous on estime qu'en fait ils exploitent, ce sont des chasseurs. Hein. Ce sont des chasseurs appliqués au milieu marin. Ce sont pas des agriculteurs parce que parfois on les entend dire oui on est comme des agriculteurs, on produit, la pêche ne produit rien. La pêche se sert, la pêche capture. Et le pêcheur n'est pas un agriculteur, il ne récolte pas ce qu'il a semé. Il vient, il capture, il prend. Les agriculteurs, les maraîchers de l'océan, c'est les baleines, les dauphins qui boostent le phytoplancton avec leurs excréments, qui contribuent justement à faire vivre tout cet écosystème, qui permettent de booster les populations de poissons dont ils se nourrissent, etc. Eux, ce sont des maraîchers. Nous, on est uniquement des prédateurs, on vient, on se sert, on est une pièce rapportée dans l'écosystème marin et c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier. Et il y a une chose, c'est que les pêcheurs ont l'habitude d'être tranquilles en mer sans avoir de compte à rendre, en tout cas certainement pas au grand public et aux ONG, et donc ils n'ont pas l'habitude d'être surveillés comme on peut le faire. Mais le problème justement, c'est que la pêche n'est pas assez surveillée en mer.
Ça devrait pas être à vous de le faire, quoi. C'est là que le bas blesse. Si on le fait, c'est parce qu'il y a des lacunes au niveau de l'État français. C'est l'État français qui devrait le faire. D'ailleurs, la France a écopé de plusieurs millions d'euros d'amende au niveau européen pour le laxisme de ses contrôles en mer. Et la mer, c'est vraiment c'est très facile de faire des choses de façon impunie. Il y a très peu de surveillance, très peu de témoins et très peu de sanctions, parce que même dans les rares cas où il y a contrôle et où il y a sanctions, les sanctions sont dérisoires et donc elles sont pas dissuasives. Ouais. Donc voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que certains sont très agressifs, pas tous. Pas tous, il y en a qui tolèrent notre présence et maintenant on a pris l'habitude aussi de montrer aussi les fois où ça se passe bien, parce que c'est vrai que on montre beaucoup les fois où on est agressé. Oui, ça peut être caricatural. Il y a eu effectivement des tirs de paintball, des manœuvres d'intimidation, des menaces, des insultes, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fois où ça se passe bien, et je pense que c'est important de montrer que ça peut aussi bien se passer. Il y en a qui nous tolèrent. Ouais. Voilà. Après, je pense que dans ce milieu-là, il y a clairement des brebis galeuses et il y a un ménage à faire au niveau des pêcheurs. Je pense que eux-mêmes le savent très bien. Et ils accusent parfois Sea Shepherd de détériorer leur image, mais nous, on n'invente rien, on ne fait que montrer ce qui se passe, et à eux de faire le ménage dans leur rang. Et il y a une chose aussi qu'ils doivent absolument intégrer, c'est que ils nous doivent la transparence, parce qu'ils ont un impact. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la pêche est la première menace qui pèse sur l'océan dont nous dépendons tous pour notre survie. Donc, les pêcheurs ont un devoir de transparence sur leur activité. Ouais. Même si ça justifiera jamais évidemment de vous foncer dessus et potentiellement vous tuer parce qu'on est au milieu de l'océan. Dans quelle mesure est-ce que c'est des pêcheurs qui ont des jobs précaires, ou tu travailles de nuit, t'es payé une misère loin de ta famille, enfin bref, ils ont beaucoup à perdre, et est-ce que c'est eux les vrais coupables? Bon, ils sont pas payés une misère. Ça, faut arrêter avec le mythe. Okay. Ils sont très bien payés. La plupart des pêcheurs gagnent beaucoup plus que la moyenne des Français. Je pense que si on voyait les fiches de paye des pêcheurs, les gens seraient étonnés. Donc, c'est pas l'image d'Épinal du petit pêcheur qui trime pour nourrir difficilement sa famille. Non, c'est très bien payé. C'est des métiers difficiles physiquement. Ça, y a pas. Il n'y a pas à redire là-dessus. C'est des métiers qui sont physiquement difficiles. Souvent, c'est des gens qui, de toute façon, aiment être en mer, hein, donc c'est aussi un métier qu'ils ont choisi. Après, ceux qui aiment pas ça, peut-être qu'ils devraient faire autre chose. Mais souvent, de toute façon, ils ont envie d'être en mer. C'est un métier difficile qui paye bien. Voilà, ça justifie pas du tout l'agressivité qu'il peut y avoir. Pour nous, c'est très difficile aussi d'être en mer, surtout qu'en plus c'est sur des semi-rigides avec des patrouilles qui peuvent durer 12 heures en plein océan, en plein hiver. C'est des bénévoles qui font ça, voilà. Et donc, si tu veux, pour ce qui est de la pénibilité, nous au niveau des missions de Sea Shepherd, on connaît. Ouais. Et on le fait sans être payé, donc en tout cas pour la plupart, hein, puisque plus de 90% des équipes sont bénévoles. Donc la pénibilité, voilà, c'est quelque chose dont on a conscience, qu'on respecte, mais c'est pas non plus ce qui va justifier quoi que ce soit. Nous, on est sur des campagnes qui sont extrêmement physiques, pénibles, exigeantes, et on le fait pour protéger l'océan. Et donc voilà. Uniquement dans le golfe de Gascogne, tu dis, on pose 45 000 kilomètres de filets de pêche chaque jour. Donc, c'est l'équivalent du tour du monde. Plus généralement, comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent prendre conscience de l'ampleur de la boucherie, quoi? Comment toi, t'en as pris conscience? Ah ouais, c'est compliqué parce que, encore une fois, ça se passe loin des yeux. Si on appliquait l'équivalent à terre, les gens seraient horrifiés. Faut imaginer des forêts qui sont bardées de fils barbelés, qui capturent absolument tout ce qui passe. Enfin, les filets de pêche sont devenus une véritable plaie dans l'océan. Ça représente, d'ailleurs, les engins de pêche représentent 40% des macro-déchets plastiques dans l'océan. On parle beaucoup de pollution plastique. Alors, pour le coup, les engins de pêche, c'est énorme. Prendre conscience des choses, en fait, il faut rapporter des images. C'est des images qui sont difficiles à obtenir.
parce que voilà, nous les images de dauphins capturés dans les filets qu'on a pu récupérer, c'est au terme de nombreuses nuits de patrouille, parce qu'il y a énormément de bateaux de pêche et que nous on a un voire deux bateaux et à chaque fois c'est la loterie. Donc on sait que toutes les nuits il y a des dauphins qui sont capturés, mais il faut tomber sur le bon bateau. Ouais. Et donc comment toi t'en as pris conscience? J'en ai pris conscience en me documentant, en regardant un peu les études scientifiques qui souvent sont très très alarmantes, mais qui malheureusement sont assez indigestes pour le grand public. Et donc, faut réussir aussi à traduire ça en langage percutant pour que les gens saisissent. Voilà. Et en même temps, en étant en mer aussi, c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, Paul avait dit ça pour les baleines, mais je pense que ça s'applique à l'océan en général. C'est il disait une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et donc les actions de Sea Shepherd, d'avoir des gens qui donnent autant pour défendre la vie marine, ça interpelle aussi, je pense, les gens. C'est clair. Et donc on se dit tiens, s'il y en a qui sont prêts à faire tout ça, peut-être que c'est important. Ouais. À l'origine, justement, Paul Watson, c'est un des cofondateurs de Greenpeace, et sa vie a basculé lors de sa rencontre avec un cachalot. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors il était donc sur un Zodiac de Greenpeace et en fait il slalomait entre un navire baleinier russe et un groupe de cachalots. Et en fait, il essayait d'empêcher le navire de tuer les cachalots. Et malheureusement, le baleinier a quand même tiré le harpon qui est passé au-dessus de sa tête et qui s'est planté dans la tête d'un cachalot qui était à côté. Et le cachalot a, comment dire, il était blessé et en fait l'embarcation de Paul était sur un petit Zodiac, donc était dans l'eau et le cachalot est arrivé et s'est dressé à angle droit face au Zodiac. Et en fait, tout le monde sait, tous ceux qui connaissent un peu les baleines, c'est qu'une baleine blessée c'est extrêmement dangereux parce qu'elle peut, elle va. Putain, elle est 10 fois plus grosse que le bateau, quoi. Elle est 10 fois plus grosse et puis surtout il s'est mis en position de les engloutir. Et ce que raconte Paul avec beaucoup d'émotion, c'est que au moment où ce cachalot s'est dressé à angle droit au-dessus du Zodiac, il a eu un échange de regards avec le cachalot. Ils se sont regardés dans un moment, je pense que le temps s'est arrêté. Et Paul explique que à ce moment-là, ce qu'il a vu dans le regard de ce cachalot, c'est la compréhension. Il dit en fait, ce cachalot a compris ce qu'on était en train d'essayer de faire. Il a compris qu'on avait essayé de le sauver. Et il dit, au lieu de se laisser tomber sur nous comme il avait visiblement prévu de le faire, au prix d'un ultime effort, il a reculé et il s'est laissé couler dans l'eau. Et il dit, j'ai vu son regard disparaître sous l'eau dans une mare de sang. Et il dit, ce cachalot m'a épargné, il m'a sauvé la vie et je me sens éternellement redevable envers les baleines depuis. Et donc, il a décidé de dédier sa vie aux baleines à partir de ce jour-là. Waouh. Ok. J'hésitais à te demander de la raconter parce que je trouvais que ça faisait un peu presque surfait et mignon, mais quand tu la racontes, c'est vraiment très, très puissant. Non, c'est, en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai entendu Paul raconter cette histoire des dizaines de fois et à chaque fois, tu sens qu'il la revit comme le jour où c'est arrivé. C'est extrêmement fort quand on l'entend raconter ça et tu comprends à quel point ça a changé sa vie. Ouais. Une autre histoire digne d'un film chez vous, c'est celle du Thunder. Vous avez poursuivi ce bateau pendant 110 jours. D'habitude, c'est plutôt eux qui peuvent vous foncer dessus, mais là, c'était l'inverse. C'est quoi l'histoire? Le Thunder, c'est un navire braconnier de l'Égine australe. La Légine australe, c'est un poisson qu'on appelle l'or blanc aux États-Unis parce que ça se vend extrêmement cher. C'est un poisson des grands fonds. Il y a il y avait en tout cas énormément de braconnage de la Légine australe, donc c'est en Antarctique, justement parce que c'est un poisson qui se vend très cher. Et en fait, il y avait une flotte de braconniers qu'on appelait les Sea Bandits, qui étaient connus d'Interpol, qui braconnaient en Antarctique. Et donc, on a décidé d'aller les chercher.
et de cibler en premier lieu le plus connu de tous, qui était recherché par Interpol depuis 10 ans, qui s'appelait le Thunder. Et donc, avant de partir, je me souviens qu'on nous disait, que ce soit les autorités ou d'autres, non mais oubliez, vous ne trouverez jamais. Ça fait 10 ans qu'Interpol le cherche, etc. Ouais. On est parti en Antarctique, donc il y a eu une semaine de traversée pour arriver sur la zone. Une fois sur la zone, qui est quand même assez vaste, on l'a trouvé en 2 jours. Voilà. Donc on l'a trouvé en 2 jours. Parce que vous êtes trop fort ou coup de bol? C'est une conjonction de facteurs. On a eu des informations qui nous ont aidés et puis on y a été malgré ce que nous disait tout le monde que que ça servait à rien et que c'était illusoire. Voilà. Et donc quand on l'a trouvé, il avait 70 kilomètres de filet dans l'eau. Donc on avait 2 bateaux, le Bob Barker et le Sam Simon. Donc le Sam Simon s'est occupé de récupérer le filet dans l'eau. Et alors là, ça a été pendant plusieurs jours l'équipage qui a remonté le filet. C'était une course contre la montre parce que chaque minute que ce filet passait dans l'eau, il capturait des animaux. Et donc en remontant le filet, malheureusement, il y avait des animaux qui étaient déjà morts dedans, des dauphins. Mais oui, ils voyaient pas que vous étiez en train de prendre leur filet. Il a pris la fuite en fait quand on est arrivé. Et le Bob Barker s'est occupé de le suivre. Donc à lui, dès qu'on est arrivé, donc il a abandonné son filet. Il a abandonné son filet et il est parti. Et donc parce l'équipage qu'il savait oui, complètement. Donc l'équipage du Sam Simon s'est occupé donc de récupérer le filet et l'équipage du Bob Barker s'est occupé de poursuivre le Thunder. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on l'a poursuivi donc depuis l'Antarctique, en passant ensuite par l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance et en remontant le long de la côte ouest africaine. Ça a duré 110 jours. Comment on a tenu, c'est que en fait, on avait le Sam Simon qui faisait des allers-retours pour ravitailler le Bob Barker en nourriture. Sachant que le Bob Barker a l'avantage d'avoir une capacité, une autonomie en carburant très importante. Et donc, il ravitaillait en nourriture. Et au bout d'un moment, au bout de 110 jours, en fait, le Thunder, ils avaient plus de vivres, plus de carburant, plus de nourriture. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au large de Sao Tomé, le capitaine du Thunder a décidé de couler son bateau pour détruire les preuves, en fait. Donc vous avez pas pu filmer si on a manque de bol pour lui en fait. Un bateau comme ça coule pas en 5 minutes. Donc en fait il avait ouvert toutes les portes du bateau et puis donc il a laissé entrer l'eau de mer par la vanne d'arrivée d'eau de mer et du coup le temps que le bateau coule, on s'est quand même introduit à bord. On a récupéré les ordinateurs, filmé toutes les cales avec toutes les légines. Vous êtes monté dans le bateau dedans. qui était en train de couler. Oui. Et on a récupéré toutes les preuves. Okay. On a récupéré l'équipage aussi sur les canots de sauvetage. On a récupéré à bord du Bob Barker. Parce qu'eux, ils étaient pas au courant que leur bateau coulait? Ah bah si. Eux, ils se sont mis sur les canots de sauvetage en fait. Mais leur canot de sauvetage était au milieu de l'océan par 4000 mètres de fond. Donc on les a récupérés à bord de notre navire. Ouais. Donc voilà. Et puis ensuite, on a contacté Interpol et on les a ramenés à Sao Tomé, à quai, et la police les attendait. Et du coup, ils ont été punis. Alors en fait, l'équipage, c'était surtout des Indonésiens qui étaient retenus en plus malgré eux. Parce que pour l'anecdote quand même, ils nous avaient envoyé une bouteille avec un message dedans. Ça c'est pareil, avec un SOS en disant en gros, on nous a pris nos papiers, on veut rentrer chez nous, etc. Ça arrive beaucoup. Ça arrive vraiment très souvent sur des bateaux illégaux, des problèmes d'esclavage, d'esclavage moderne avec des gens qui sont embarqués pendant des mois, parfois des années, en mer et qui triment comme des forçats et qu'on ne laisse pas repartir. Et par contre, les officiers qui eux sont espagnols, ont été arrêtés et mis en prison. Il y a eu quelques millions d'euros d'amende. Et ce qui est aussi assez fou, c'est que ce bateau appartient à une entreprise espagnole qui s'appelle Vidal Amodores, qui a touché des millions d'euros de subventions européennes pour sa flotte de pêche. Alors que dans le même temps, il a un bateau qui est recherché par Interpol pour braconnage. Wow. Et ensuite, on a réussi à appréhender les 6. En fait, je parlais des 6 bandits qui braconnaient en Antarctique. Après, chacun a une histoire, mais on a réussi à avoir les 6. Trop bien. Donc, j'imagine que le moment où le bateau lâche ses filets et vous êtes là, ok, on le poursuit.
tu te dis pas que ça va durer 3-4 mois, quoi. Enfin, Ouais, alors en fait, là où ils ont dû être surpris, c'est que on ne lâche rien. C'est-à-dire, on ne lâche ça, rien. c'est clair, et ouais. c'est vraiment, je pense que on est très 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 tenace. Et donc, non, je pense pas. C'est la plus longue traque de l'histoire maritime, ouais. Ouais, parce que même eux, ils ont dû vouloir arrêter beaucoup plus tôt, mais j'imagine qu'ils ont eu des pressions d'au-dessus. Non, vous continuez jusqu'à ce qu'il y ait... Je pense ils devaient en tout cas certainement pas s'imaginer qu'on les lâcherait pas pendant 110 jours. Enfin, parce il a quand même tenu longtemps, hein. Il avait pas envie de se faire choper, hein. Ouais. Quand est-ce que tu t'es dit que effectivement il n'y avait pas de raison que l'humain soit une espèce supérieure aux autres ou que tu as découvert l'antispécisme, tu te souviens? Je me souviens d'une anecdote où finalement je pense que j'ai eu une réflexion antispéciste. J'étais en CE2, donc ça veut dire quoi? 7 ans. J'avais 7 ans. Et je me souviens que dans la cour de récréation de l'école, il y avait un petit oiseau qui était blessé et qui était tombé au pied d'un arbre. Et la sonnerie de la fin de la récré a sonné. Et tout le monde est rentré en classe et tout le monde avait l'air de s'en fiche un peu. Et moi, je me souviens que j'avais envie d'aider cet oiseau, j'avais pas envie de rentrer en classe et de faire comme si de rien n'était. Et mon esprit est resté avec lui. Et je me souviens que je me suis dit, mais pourquoi tout le monde s'en fiche en fait? Parce que c'est un oiseau et que finalement, parce que c'est un oiseau, on s'en fiche. Si ça avait été l'un d'entre nous, on n'aurait pas cette indifférence-là. Et donc je comprenais pas qu'on n'essaye pas de l'aider, en fait. Ouais. J'ai énormément de respect pour votre travail parce que vous déplacez le curseur de la radicalité. Pour moi, c'est un compliment d'être radical. Et effectivement, on est en train de détruire la vie sur Terre et on a besoin de moyens d'action plus radicaux. Et donc, vous avez un impact direct qui est évident, mais je pense que vous avez aussi un énorme impact indirect qui est d'ouvrir un imaginaire de résistance que beaucoup de gens imaginent même pas, en fait. Oui, alors c'est vrai parce que, tu vois, moi, quand j'ai rencontré Paul et que j'ai commencé à prendre connaissance de son histoire, de ses actions, je me suis dit, ce mec fait des choses que je pensais être impossibles. Ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est que, par l'exemple, il m'a montré que c'était possible. Et en ça, il est toujours d'ailleurs une énorme source d'inspiration. Et j'aime énormément ça. Et c'est vrai que Sea Shepherd, par ses actions, peut inspirer les gens et repousser les limites de ce qu'on croit être possible. Et ça, c'est très très important à mon sens. Par rapport à la protection des océans, comment la situation a changé ces dernières années? C'est quoi les évolutions en bien ou en mal? Alors, en bien, il y a l'amorce d'une prise de conscience. On est encore loin du compte, hein, mais voilà. Et mais du côté de la détérioration, ça va très très vite, malheureusement. Ouais. C'est la course contre la montre s'accélère, quoi. Ouais, vraiment. Et en fait, on se rend davantage compte à quel point on est, comment dire, on est très tardif et on est près du mur quand on a conscience aussi du degré de destruction. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je lis les récits historiques des marins du XVIIe, du XVIIIe, etc., et je vois en fait la vie qui était dans l'océan à cette époque-là. Quand je lis que sur la façade atlantique française, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines, je me rends compte à quel point on a déjà tout détruit, parce qu'aujourd'hui, quand tu as une baleine qui s'approche de la côte, tu as un article dans la presse locale. Ouais. Tu vois. Et avant, il y avait des saumons dans la Seine, tu vois. Les homards étaient considérés comme le plat du pauvre, parce que voilà, c'était un gros insecte. Aujourd'hui, c'est devenu un mets de luxe. En fait, aujourd'hui, l'océan qu'on est en train d'essayer de sauver n'est que l'ombre de lui-même, n'est que l'ombre de ce qu'il était. Et ce que je trouve très grave, c'est qu'on n'a pas cette mémoire-là. On parle souvent du devoir de mémoire en histoire pour ne pas reproduire les erreurs et les atrocités du passé. Et on n'a pas de mémoire sur la destruction du vivant dont on est responsable. Et donc, on part à chaque fois de zéro. C'est-à-dire que le point zéro, c'est ce qu'on connaît nous.
Et donc, on n'a pas conscience qu'en fait, il y a déjà tellement qui a été détruit. Ouais. Il y a des espèces qu'on a déjà exterminées, qu'on ne connaîtra jamais. Où il y a des espèces qui sont très rares aujourd'hui, qui étaient abondantes auparavant. Et comme on n'a pas ce comparatif, eh ben c'est très difficile de comprendre à quel point notre impact il est déjà très très fort, et à quel point on a déjà tellement détruit, et à quel point ce qu'on essaye de sauver aujourd'hui, c'est le dernier bout de la peau de chagrin, quoi. Ouais. Et je trouve ça marquant à quel point ton discours il est objectif et du coup clair, enfin très déprimant, et qu'en même temps il y a cette combativité énorme au même niveau, quoi. Alors, parce que pour moi, en fait, je ne me berce pas d'illusions, je ne veux pas avoir de hier, et je ne veux pas que, comment dire, je veux pas d'espoir inconsidéré. Ouais. Mais en même temps, pour moi, l'activisme et le fait d'agir et comment dire, sa place dans ce monde, elle doit pas dépendre de notre degré d'optimisme ou de pessimisme. Disons que quand on a conscience de ce monde qui s'effondre à cause de nous, on a un devoir. Moi, j'estime en tout cas que j'ai un devoir moral de tout faire pour essayer d'enrayer cette destruction, aussi parce que je fais partie de cette espèce qui est responsable de cet effondrement du vivant. Et j'aime beaucoup cette phrase d'une activiste américaine qui s'appelle Alice Walker, qui dit l'activisme est le loyer que je paye pour le privilège d'habiter cette planète. Voilà. On n'est pas des héros, on ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'estime qu'en fait, on fait notre devoir. Je ne conçois pas de ne pas le faire, en fait. Mais c'est pas forcément en le faisant exactement comme nous on le fait d'ailleurs. Hein, aller risquer sa vie, aller en mer. Il y a mille et une façons d'être activiste et d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais le tout, c'est de le faire, en fait. Je pense que c'est c'est un devoir. Donc et donc il y a aussi rien de plus stimulant à mon sens, parce que ayant connaissance de ce qui passe, ayant conscience de cet effondrement dans lequel on est, pour le coup, si je n'agissais pas, mais je serais complètement déprimée. C'est à se tirer une balle. C'est horrible. Ouais. Enfin, l'activisme, pour le coup, c'est le meilleur remède contre la dépression. Vraiment. Enfin, moi, c'est exactement ce que disait c'est mon moteur. Enfin, c'est ce qui fait que voilà, je me lève le matin, je me sens vivante. Je sais que voilà, je suis pas là pour rien. Et je me souviens quand j'étais en Antarctique. On recevait des messages de gens parce qu'en plus c'était pendant la période de Noël, de gens qui disaient merci pour votre sacrifice. Et ça sonnait faux pour moi, en fait. J'ai jamais eu le sentiment de me sacrifier. Non, mais je suis là où je dois être, ou là où j'ai envie d'être. Et voilà, même si j'aurais préféré ne pas y être, parce que pour le coup là on n'y va plus, parce qu'il y a plus de chasse baleinière en Antarctique, et ça c'est la meilleure des victoires et la meilleure des récompenses. Mais à partir du moment où tout ça a lieu, on a envie d'y être, on a besoin d'y être, et on est récompensé au centuple, en fait, par l'expérience que c'est, et parce que ça nous apporte. La nature vous rend au centuple ce que vous lui donnez. Vraiment, c'est tout sauf un sacrifice. Au contraire, c'est vraiment un accomplissement. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, comment on peut agir avec Sea Shepherd, du coup? Alors, déjà, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est si vous voulez nous aider dans nos actions, oubliez le poisson de vos assiettes, ou en tout cas réduisez, mais drastiquement, ou arrêtez, c'est même encore mieux. Ça, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan, pour le coup. Après, agir avec Sea Shepherd, il y a plein de façons d'agir. Alors, on peut soutenir financièrement en faisant des dons, parce qu'on ne dépend que des dons. Pour le coup, on est complètement indépendant des États. Ouais, ça coûte cher, des bateaux. En fait, ce qui coûte cher, alors le bateau coûte cher, mais c'est surtout l'entretien du navire et le financement des campagnes. Parce que c'est arrivé qu'on ait le navire, mais qu'il reste à quai, qu'on ne puisse pas faire la campagne parce qu'on n'a pas le financement pour la faire. Donc ça, c'est aussi très très important, et du coup, c'est très frustrant. Sinon, il y a plein de façons aussi de rejoindre. Alors soit on a des groupes locaux, donc c'est possible de rejoindre via un groupe local. On en a une dizaine en France. Et partout dans le monde, du coup? Ah oui, partout dans le monde. Oui. Enfin, partout dans le monde. On n'est pas dans tous les pays du monde, mais, non, mais à l'international, on est dans beaucoup de pays.
On peut agir de façon individuelle en proposant des choses. Il y a des enseignants, par exemple, avec qui on travaille pour faire donc des programmes. On a un programme qui s'appelle Sea Shepherd Kids, donc avec lesquels donc on travaille avec les enseignants, les directeurs d'école ou de centres de loisirs pour travailler avec les enfants sur les missions de Sea Shepherd et les enjeux sur lesquels on travaille. On travaille avec des artistes, il y a des tatoueurs, des chanteurs, des graphistes, et puis après il y a les campagnes de terrain où là on peut rejoindre aussi les missions de terrain, que ce soit sur les navires ou sur des campagnes à terre, parce qu'on fait aussi de plus en plus de campagnes à terre, donc c'est sur les plages, des campagnes anti-braconnage par exemple à Mayotte contre le braconnage des tortues. Dans le golfe de Gascogne aussi, on fait des patrouilles de plage sur les échouages de dauphins. Et après, ça c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut postuler. Il n'y a pas de compétences particulières. C'est surtout un état d'esprit à avoir. Et puis, faut du temps aussi, non? Oui, du temps. Alors le temps sur les campagnes à terre, c'est moins exigeant en termes de temps parce que le temps de formation est moins long. Sur les bateaux, surtout si vous arrivez sans avoir aucune connaissance maritime, ce qui arrive, hein, on a des mousses qui arrivent, ils y connaissent rien du tout, mais on les forme. Toi, non? Oui, moi quand j'ai commencé, je n'y connaissais strictement rien. J'ai tout appris sur le tas. Mais du coup, il faut être disponible un certain temps parce que si vous êtes disponible que 3 semaines ou un mois, en fait, le temps que vous commenciez à maîtriser un petit peu les choses, vous partez déjà. Donc, c'est quoi le minimum? C'est beaucoup de temps de formation pour. Le minimum sur une campagne en mer, je pense que ça va être entre 2 et 3 mois. Okay. Et puis après, par contre, une fois qu'on a été formé et donc qu'on devient en quelque sorte vétéran, après, on peut revenir sur des périodes plus courtes parce que la formation a déjà été faite. Mais disons que sur une première campagne en mer sur un bateau, il faut quand même être disponible au moins 2 ou 3 mois. Voilà. Et puis après, c'est plus flexible sur les campagnes à terre. Il y a même des campagnes sur lesquelles on peut s'investir sur une quinzaine de jours, 3 semaines. C'est possible. Ok. Ouais. Je vous mets les liens en description. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, Lamia? Me sentir utile pour ma planète. Vraiment, c'est moi ce qui donne du sens à ma vie, c'est quand j'ai le sentiment que qu'on obtient des résultats, quand on arrive à sortir des dauphins des baies de chasse aux îles Féroé, quand on arrive à stopper la chasse baleinière en Antarctique, quand j'ai des gens qui me disent que quand ils ont lu mon bouquin, ils ont arrêté de manger de la viande et du poisson, ça me fait plaisir. Yes, le bouquin qui a gagné. Ouais, c'est vraiment ça me fait plaisir. Ouais, c'est ce qui donne du sens à ma vie finalement, c'est mon engagement. Ouais. Ouais. Et comment ton rapport au sens il a évolué avec le temps? En fait, il me fait que se perpétrer, mais se développer, mais en même temps, j'ai l'impression que je suis sur comment dire ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en fait si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aurais jamais pu calculer planifier ma vie. Ouais. Quand j'étais étudiante et que je savais pas trop ce que j'allais faire parce que aussi le chemin que j'ai pris finalement était pas forcément le plus évident. Si j'avais voulu calculer, me dire oui, alors dans 15 ans je vivrai de mon activisme, je serai dans une ONG comme celle-là, je lancerai des campagnes, je ferai ci et ça. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu imaginer ça. C'était. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis sortie des sentiers battus parce que si j'avais calculé, je n'aurais jamais pris ce chemin. C'est un chemin que j'ai pris alors que il était pour le coup risqué, il était a priori pas très prometteur parce que je m'embarque là-dedans mais juste parce que ça me parle, mais en fait d'un point de vue purement rationnel ou en termes de débouchés ou en termes de sécurité, c'était un no-go. et en fait ça fait un peu bateau de dire ça, mais j'ai suivi mon cœur en fait. Et ça m'a emmené exactement là où j'avais envie d'être, au-delà de mes plus folles espérances.
Et donc, et je me souviens, et ça, je le dis parfois aux jeunes qui me demandent comment j'en suis arrivée là. Je me souviens que sur les salons étudiants, quand je cherchais un peu ma voie, il y avait des affiches qui disaient, ou les couvertures de magazines étudiants qui disaient quelles sont les filières qui recrutent. Et je me suis dit, mais merde, et moi j'ai pas envie de choisir ma voie en fonction des filières qui recrutent. Ouais. Et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller, à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce que j'ai envie de construire, et pas quelles sont les filières qui recrutent. Enfin, vraiment, j'avais le sentiment de si je faisais d'être ça, un produit, quoi. mais oui, d'être un produit, d'être un esclave et de passer à côté de ma vie en fait. Et finalement, ce qui m'a toujours fait le plus peur, c'est de passer à côté de ma vie. Ça me fait plus peur que de perdre la vie, que de risquer ma vie. Voilà. Passer à côté de ma vie, pour moi, c'est encore plus déprimant et effrayant que de risquer sa vie. Et donc voilà, je me suis écoutée, quoi. Merci Lamia, c'était ultra inspirant. Je vous mets les liens de Sea Shepherd en description si vous voulez faire des dons ou les rejoindre. Si toi aussi qui nous écoutes, ça t'a plu, je te conseille l'épisode avec On est prêt sur l'écologie et leur nouvelle campagne pour protéger les animaux sauvages. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass comme Lamia, abonne-toi et partage cet épisode avec un ami, ça m'aide beaucoup et tu gagneras peut-être le livre de Lamia. Ciao tout le monde! Salut, merci Pierre, ciao!